Chers jeunes de Suisse, buvez tranquille. Le Conseil national ne veut pas restreindre l'accès à l'alcool. Alors, la Suisse abandonne-t-elle ces jeunes seuls face à leurs bouteilles? C'est tout de suite le débat d'Infrarouge. Bonsoir, soyez les bienvenus. Les milieux de la prévention en ont attrapé le hoquet, un hoquet d'indignation. La semaine dernière, le Conseil national, qui est engagé à plein dans la révision de la loi sur l'alcool, a balayé les mesures qui étaient censées protéger davantage la jeunesse face aux boissons alcoolisées. Tout cela alors que l'on dit et que l'on constate que les jeunes boivent plus vite et toujours plus tôt. Alors, est-ce qu'il faut limiter l'accès à l'alcool et pour quelle efficacité? C'est bien sûr le débat que nous allons mener ce soir avec tous nos invités. Mais vous êtes bien sûr invités à le faire vous aussi, chez vous, sur les réseaux sociaux, sur Facebook et également sur Twitter avec le hashtag RTS Infrarouge. Christophe Darbelay, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller national, vous êtes le président de la commission de l'économie qui a décortiqué cette loi. Vous avez combattu ces mesures qui veulent limiter l'accès et l'achat d'alcool. Est-ce que ça veut dire que la protection de la jeunesse n'est pas une priorité? Si vous lisez le premier article de la loi, c'est très clair. Le but de cette loi, il y en a deux. Le premier, c'est d'éviter la consommation problématique d'alcool. Et le point 2, c'est la protection de la jeunesse. J'ai tout lu, tout entendu sur cette loi dans les médias qui sont très orientés depuis quelques jours sur la question. Et on dit qu'on a démantelé, qu'on ne veut pas protéger la jeunesse. C'est complètement faux. Il n'y a aucune mesure existante qui a été démantelée. On a augmenté l'impôt. On est beaucoup plus cher que dans tous les pays qui nous entourent. Je vous rappelle qu'en Italie, l'impôt sur l'alcool, c'est 65% meilleur marché qu'en Suisse. On a maintenu la limite d'âge. On a introduit des achats tests pour savoir si ces limites d'âge de 16 et 18 ans pour la remise d'alcool à des jeunes sont bel et bien respectées. On a refusé les mesures qui voulaient supprimer l'impôt sur les alcopops. Et je crois qu'on peut montrer qu'avec toute une série de mesures, on a été très actifs aussi dans le domaine de la prévention. Alors, simplement, on n'a pas cédé aux ayatollahs. Qu'est-ce qui fait qu'Evelyne Widmer-Schlumpf, qui vient présenter le projet, dit en conclusion c'est un appel à l'habiture, finalement, non, ce qui a été décidé par le Conseil national? Moi, je regrette cette orientation du débat, ce fait que tout le monde souffle dans le même cornet. Il n'y a pas eu de démantèlement. Les 2/3 des représentants du peuple ont dit eh bien, on met la limite ici et pas plus loin, parce que moi, je refuserais toujours de faire ce que font certains politiciens. Chaque fois qu'il y a un titre dans le matin, il faut faire une loi. Et Montesquieu disait, si une loi n'est pas absolument utile, alors il ne faut pas la faire. Et je crois que ça reste une bonne règle, parce qu'on a en Suisse une tendance à déresponsabiliser les gens. Alors on dit, vous êtes irresponsable. Qui est irresponsable? Celui qui systématiquement veut décharger l'individu, veut décharger les parents sur l'État. Et puis après, quand on dit c'est la compétence de l'État, il faut faire une loi, alors on a tout réglé. Alors on a bonne conscience qui doit régler ça. Et quand on veut tout régler, on dit si possible, ça doit être Berne. Et j'ai vu beaucoup de membres de gouvernements cantonaux dire ah, c'est Berne qui doit faire cette loi. Dans le fond, le principe voudrait qu'on prenne des décisions le plus proche possible du citoyen, du consommateur, de alors celui là, qui on va peut reprendre les mesures en détail, parler de ce qu'il faut les prendre au niveau régional, au niveau des villes. Adamara, bonsoir, vous êtes conseillère nationale socialiste. Alors vous êtes battue pour des mesures restrictives. Vous faites partie de ceux qui se disent outrés. Et pourtant, on entend aujourd'hui Christophe Darbelay, il dit qu'il n'y a pas de démantèlement. Parce qu'on a assisté au débat l'autre jour au national ou aux États, voire même au projet du Conseil fédéral, c'est un déni des problèmes, un déni de la réalité. Autrement dit, on a fait semblant de croire qu'il n'y a pas un lien entre le prix de l'alcool et l'accès de l'alcool. On a fait semblant de croire qu'il n'y a pas un lien entre le prix de l'alcool et la consommation d'alcool. Et non seulement ceci, on a effectivement baissé les moyens de la prévention, mais en plus, on a refusé de prendre des mesures structurelles. Et comme M. Darbelay l'a dit, il n'y a aucune mesure qui a été démantelée. Faux.
par exemple, les happy hours, donc les offres avantageuses où on peut boire de l'alcool fort. 2 pour 1, voilà. Ce qui encourage... Ça n'existe pas dans la loi actuelle, Monsieur Darbelet, s'il vous plaît, j'aimerais juste terminer. Aujourd'hui, les happy hours pour les alcools forts n'existent pas. On ne peut pas aller acheter à 5 heures d'après-midi du whisky à 2,50 francs le verre. Ce n'est pas possible. Chez Peter Bodenman, aujourd'hui, c'est possible de le faire avec la loi qui a été votée par le national. Pour ceux qui n'ont pas suivi les débats précisément, je vous propose juste de fixer ces le whisky 3 le moins cher, mesures. je suis l'ancien président du Parti socialiste. Christophe Darbelet, alors on en reviendra peut-être après, mais de fixer ces 3 mesures phares qui étaient proposées et qui ont été repoussées pour l'instant. D'abord, l'interdiction de la vente d'alcool sur tout le territoire entre 22h et 6h, c'est ce qu'on appelle le régime de nuit. Le Conseil national, pour l'instant, a dit non. Fixer un prix minimum qui serait dissuasif, c'était non aussi. Et puis, ces happy hours dont on vient de parler, ces actions 2 pour 1 qui sont là finalement pour encourager à la consommation, c'est non également. Christophe Darbelet, il ne faut pas limiter l'accès à l'alcool, il ne faut pas prendre des mesures pour éloigner finalement et rendre plus difficile l'accès. Vous avez parlé de 3 mesures possibles, nouvelles, dans ce domaine. Je crois que la majorité, 2 tiers des représentants du peuple, ont dit qu'on ne voulait pas ces mesures parce qu'on n'est pas convaincu de leur efficacité. Souvenez-vous, il y a une dizaine d'années, le grand problème d'alcool chez les jeunes, tout le monde parlait que de ça, les fameux alcopops. Alors le Parlement, à l'époque, a multiplié par 4 l'impôt sur l'alcool pour les alcopops. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les alcopops ont disparu. On a changé les méthodes, on a changé les produits, on a changé le marketing et les alcopops sont plus un problème. On a refusé, par contre, de revenir sur cette réglementation parce que ça aurait donné un nouvel appel d'air à ces produits-là qu'on ne souhaite pas forcément. Alors, maintenant, si vous prenez sur les prix, on peut faire quelque chose. Sur le prix minimum. Aujourd'hui, le prix minimum de la vodka, une bouteille de vodka, prix d'appel chez Denner ou dans d'autres magasins ou à la Coop, 9,90 francs. Ça vaut rien du tout. Oui, on a vous pouvez augmenter le prix. On est allé l'acheter cet après-midi, 9,90 francs également. Donc, non, pour vous dire, c'est vrai, ça existe et tout le monde peut l'acheter. Alors comme ça, les gens de la radio pourront dire qu'il a dit un prix juste pour une fois. 9,90 francs. Vous pouvez la passer à 15 balles. Ça suffit amplement pour vous quitter rapidement et ça reste très bon marché. Alors, jusqu'à quel prix il faut soit suffisamment dissuasif, sachant qu'une grande majorité des jeunes se comportent correctement, sachant qu'une grande majorité de la population a une consommation. On va faire une punition collective. Le pays d'Europe qui a mis en place un prix minimal, ça va rendre ces alcools qui sont de véritables saletés encore plus attractifs pour le commerçant qui va s'en mettre plein la fouille, qui va vendre encore plus ces produits-là et encore un peu moins de la vitamine excellente de Morin punition collective et pas d'effet. Punition collective et pas d'effet. Adamara, si on fixe par exemple le prix minimum, prenons cet exemple. Je parlais de déni tout à l'heure. Je veux dire, effectivement, M. Darbelet, dans le débat, a dit que pour lui, 6 jeunes par jour à l'hôpital en coma éthylique ou des intoxications, ce n'est pas un problème. Il l'a dit, c'est pas. S'il a dit, M. Darbelet, c'est à chaque fois que je parle, vous allez m'interrompre. Vous avez dit texto, c'est 6 jeunes de trop, mais pour vous, c'est pas un problème. Là, vous êtes complexe. Un problème complexe. Donc, si ça, ou bien, par exemple, les 3500 morts par année là-dessus, voilà. Donc, on parle de ça. Et puis là, on a effectivement des nouvelles façons de consommer. Cette loi, elle date de 1932. On la révise, pourquoi ? Et ce n'est pas quelqu'un qui a lu dans le matin quelque chose, c'est parce qu'elle date de 1932, il y a des nouvelles façons de consommer, dont la Biture Express, qui est aidée. Il suffit de se promener le samedi soir où un jeune va vite acheter une bouteille de vodka à 9 francs avant d'aller à la discothèque. Parce qu'à la discothèque, il va la payer 3-4 fois plus, la vodka. Donc la possibilité laissée à bon marché dans les magasins incite. Mais Christophe Darbelet dit on peut faire un prix minimum et on va ajouter 5-6 francs et on ira quand même l'acheter parce que ça reste bon marché. Mais toute cette discussion, on doit la faire, mais ils ont refusé le prix minimum. Et moi, j'aimerais juste dire quelque chose. Parce que M. Darbelet a fait du clientélisme, lui et ses collègues, avec les producteurs notamment. Mais pour les producteurs, ce serait avantageux d'avoir un prix minimum sur ces alcools forts. Pourquoi ? Parce que les producteurs locaux pourraient, eux, avoir concurrence avec ces produits qui sont beaucoup trop, pas assez chers par rapport aux produits locaux. Ça en plus, c'est un mauvais cas. Christophe Darbelet, nous avons un producteur sur le plateau, Christophe Darbelet. On va lui donner la parole, puisqu'on parle précisément justement de ces producteurs suisses. Julien Morin, bonsoir. Vous êtes producteur bien connu, mais vous êtes ici surtout aussi avec la casquette de vice-président de la Fédération suisse des spiritueux. Adamara dit, par exemple, avec cette idée de prix minimum, on pourrait finalement améliorer
améliorer la concurrence de vos produits par rapport à ces produits étrangers dont les prix sont cassés. Qu'est-ce que vous en dites? En fait, il y a deux problèmes. D'abord, ce serait contraire à certains traités sur le plan international. C'est le cas en Écosse, ça a été jugé de cette façon-là. Et donc, il y a des pays où ça ne marche pas. On voit aussi le résultat de cette politique-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un effet pervers qui est lié à l'application de cette idée, qui à la base, je trouvais presque intéressante. Mais dans le fond, il faut être conscient que ce n'est pas une taxe supplémentaire que l'État encaisse. C'est une marge supplémentaire que le distributeur va encaisser. Le dernier maillon de la chaîne va l'encaisser. Et par conséquent, qu'est-ce qui va se passer? Le marché des spiritueux en Suisse est dans les mains de Coop et Denner pour 80% du marché. Ce qui fait que quand vous imposez à ces vendeurs d'appliquer ce prix minimal, tout simplement, c'est eux qui vont encaisser une différence supplémentaire. Ils auront bien plus d'avantages à vendre ces produits-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont agrandir les linéaires de ces vodkas. Ça va reporter le problème, finalement. On va toujours pousser les mêmes produits. C'est-à-dire que ça va, au contraire de ce que dit malheureusement Adamara, ça va éliminer une partie des produits qui sont moyens de gamme, qui ne sont pas forcément les produits que je produis, mais qui existent et qui ont peut-être aussi leur légitimité. Adamara, Julien Morand, il sait de quoi il parle quand même. Oui, au Canada, M. Morand, au Canada, ils ont introduit le prix minimum et avec 10% d'augmentation du prix, ils ont vu une baisse d'incidents, en tout cas de 25%. Donc la preuve a été faite que cette mesure, elle marche. Mais voilà, on est toujours dans la même discussion. On ne veut pas voir où sont les problèmes et quelles mesures il faut prendre. Si ça marche, Christophe Darbelet, pourquoi on n'essayerait pas? Il y a des choses qui marchent au Canada et qui ne marcheront pas forcément en Suisse. Pourquoi? Il y a des études tout aussi scientifiques que l'étude canadienne qui montrent qu'en Suisse, il faudrait augmenter le prix de manière beaucoup plus forte pour avoir un effet sur la consommation. Alors, vous êtes pour une taxe incitative? Parce que moi, je suis pour. Je ne suis pas pour une taxe incitative. Je pense que il n'y a pas de problème. d'introduire des mesures qui vont à ce point-là dans le marché, ce n'est pas compatible avec une économie telle que la nôtre. Même si vous doubliez le prix de la vodka à 9,90 puis vous passez à 20 francs, est-ce que vous pensez qu'il y a un jeune de ce pays qui va renoncer à la vodka et qui va boire l'excellente abricotine de Morand à la place qui vaut 40 francs? C'est ce que vous disiez tout à l'heure, on ne va pas faire trop de pub, même pour les produits locaux, même valaisans. C'est bon, c'est fait, c'est pas moi qui l'ai dit. Oui, on va aussi revenir un peu sur les principes. Jean-Bernard Deppen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le chef du service d'alcoolologie du CHUV à Lausanne. Vous êtes donc là où convergent les cas graves, les milieux de la prévention. On parlait de journée noire la semaine dernière lorsque ces décisions ont été prises par le Conseil national. Les médecins, généralement, vous restez un peu en retrait. Vous ne vous engagez pas trop sur le terrain politique. Pourquoi aujourd'hui vous sortez? Pourquoi vous parlez de votre incompréhension dans la presse ce soir sur ce plateau? Je suis surpris d'entendre ce qui a été dit tout à l'heure parce que il y a des données scientifiques qui sont absolument incontestables, qui sont vraiment démontrées et redémontrées et redémontrées. Le prix de l'alcool a une incidence très marquée sur la consommation, la mortalité et les problèmes de santé liés à l'alcool. Quand vous augmentez le prix, il y a des études économétriques qui le montrent vraiment très bien, de manière répétée. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. La restriction des heures d'ouverture, la restriction de la publicité, le prix sur l'alcool sont directement liés à la mortalité liée à l'alcool. C'est une évidence scientifique absolument incontestable. Il y a autant d'études qui prouvent le contraire, docteur. Non, monsieur. Oui. Non. Sur quoi vous vous basez? Non, si vous voulez, j'ai regardé encore une étude du Lancet, une méta-analyse de la littérature scientifique, c'est-à-dire un résumé de toutes les publications de bonne qualité scientifique autour de cette question. Il n'y a aucun doute là-dessus. Bien entendu, il y a des intérêts économiques très importants autour du marché de l'alcool. Je crois que c'est ça qui préside aux décisions de réduire les taxes et de libéraliser le marché. Mais certainement, et ça a été prouvé et reprouvé, j'échangerai volontiers, M. Darbelet, avec vous ces articles, que le prix est lié. Et dans toutes les tranches d'âge, dans tous les pays, il n'y a pas d'exception suisse à cela. Si vous augmentez le prix de la vodka à 20 francs, ça diminue les alcoolisations aiguës. Si vous diminuez les alcoolisations aiguës, vous diminuez le nombre d'alcooliques. Donc si on vous écoute, Christophe Darbelet, vous nieriez l'évidence là? Non, moi j'aimerais quand même corriger. Je ne mettrai pas en cause la méta-analyse de Lancet. Par contre, lorsque vous dites qu'on a réduit les taxes, c'est faux.
Lorsque vous dites qu'on a réduit, parce qu'on a lu dans tous les journaux les moyens liés à la prévention, c'est faux aussi. Les moyens à disposition des cantons pour faire de la prévention contre l'alcool, et Dieu sait si c'est nécessaire, n'ont pas été diminués, mais augmentés par rapport aux propositions du Conseil des États et même celles du Conseil fédéral, finalement. Par conséquent, ce qu'on lit est faux. Si vous êtes d'accord, on va montrer les chiffres. Et ensuite, vous pourrez les commenter. Je les commenterai Parce que vous volontiers. dites qu'il n'y a pas de perte en matière de chiffres au niveau de la prévention. Mais si on compare ce qui est aujourd'hui, en 2012, qui est arrivé dans les caisses de la Confédération, on parle donc là bien de simulation de la régie fédérale. Le système actuel, c'est 269 millions dans les caisses de la Confédération. 10% partent à la prévention, ça nous fait 27 millions. Avec la révision qui est en cours, il n'y aurait plus que 212 millions à peu près. C'est à peu près les mêmes chiffres pour les trois, le Conseil fédéral, le Conseil des États et le Conseil national. Si on prend la 10% pour la prévention, ça nous fait 21 millions. On perd 5 à 6 millions pour la prévention par rapport au statu quo. Monsieur Berger, j'étais sûr que vous alliez me faire ce coup, donc je vous donne Mais c'est- la publication Je ne fais pas le coup, officielle. ça vient de la même feuille, monsieur Darvelet. Oui, mais Ils sont là le 27 vous et le lirez, 21. vous lirez les chiffres au bon endroit. Non, c'est ce que je vous Il dis. y a- Le Conseil il y a deux fédéral, phénomènes. le Conseil Il y a deux national, le phénomènes. Conseil des États Il y a deux phénomènes qu'il faut décident expliquer. d'enlever quelques millions. Il y a deux phénomènes qu'il faut expliquer. C'est vrai que À la la prévention. proposition initiale du Conseil fédéral décide d'enlever déjà quelques millions. Oui, on est d'accord. Celle du Conseil Le des Conseil États national n'est pas lui plus enlève méchant que le Conseil encore- fédéral. Celui du Conseil des États qu'on a cité en exemple partout lui enlève encore plus de millions. Et celle du Conseil national que vous avez tellement critiqué, et tous vos collègues journalistes, Pas plus que les deux Augmente, autres, et on si. n'est pas là pour critiquer. Augmente, C'est vos chiffres, ça augmente m'a donné les mêmes. les moyens destinés à la prévention. Et comme on a en plus fait ce nouveau système fiscal, mais uniquement pour les fruits suisses distillés en Suisse, eh bien, il y aura encore plus de moyens destinés à la prévention. Là, Ça, je- c'est mathématique. On va Faites quand des même études écouter. d'ingénieur, On va je suis quand même désolé, je suis écouter. quand même obligé de vous donner des chiffres. J'ai fait des études scientifiques aussi. On va quand même écouter Adamara sur ce point-là. On ne va pas non plus faire un trop long débat non plus sur ces chiffres de la prévention, Non, parce qu'on évidemment, s'est- parce que vous ne serez pas s'écharpe d'accord. Depuis des mois là-dessus. Monsieur Darbelet donne sa vision des faits. Moi, je vous dis Non, je que donne la les loi, chiffres, elle les est en train de. Oui, Christophe Darbelet dit même d'avancer. plus d'argent pour la Oui, prévention. non, mais c'est ridicule. En plus, il y a des risques qu'on en perde beaucoup, beaucoup plus que ce que vous avez montré là. On va peut-être passer les détails. Maintenant, j'aimerais dire, même si ces chiffres-là sont de 27 à 21 millions, je rappelle juste qu'au gros, on perd le 23% des moyens attribués à la prévention actuellement. Et à chaque fois, par exemple, le canton de Vaud, c'est 2 millions qu'il reçoit aujourd'hui. S'il y a déjà 6 à 7 millions en moins, qu'est-ce qui va advenir de ces préventions? Donc les chiffres, vous pouvez faire ce que vous voulez, M. Darbelet, je vais vous dire exactement le contraire. Non, mais Donc je j'ai ne suis des choses pas intéressantes à sûre vous que dire. ça va être très intéressant Alors, pour Christophe tout le monde. Darbelet, si ça n'est pas pour contester les chiffres, Je veux pas, on va plus parler de chiffres, mais j'aimerais juste vous expliquer un peu le mécanisme. Aujourd'hui, la dîme qui est réservée au canton pour la prévention, c'est 10% du bénéfice de la Confédération Ce qu'on vient de dire, faire oui. d'impôts. Alors, si on est parvenu, et c'est une bonne chose, à faire diminuer de manière sensible et même assez drastique la consommation d'alcool en Suisse, elle a beaucoup diminué au cours des dernières décennies et c'est une bonne chose, eh bien, fatalement, les 10% réservés au canton pour la prévention vont aussi diminuer. Alors tant mieux. Il faut savoir si on diminue, on est content de voir une consommation problématique diminuer, ou bien est-ce qu'on veut simplement Voilà. des Mais là- emplois là- dans des mais associations Monsieur qui font de la Darbelet, prévention? je vais aussi vous expliquer quelque chose, puisque vous voulez expliquer au monde entier la terre entière. Je vais juste vous faire remarquer, si vous avez raison sur la baisse du taux de consommation globale, vous avez tort sur les méfaits et la violence des méfaits qui, elle, a augmenté. Et vous avez parlé exactement du point sur les i, c'est-à-dire la consommation problématique. Or, je répète, vous voulez nier qu'aujourd'hui, il y a une facilité d'accès de la part de certains jeunes, parce que vous avez raison, ce n'est pas tous les jeunes. Et aujourd'hui, on essaye de lutter contre une consommation problématique de cette consommation avec des mesures qu'il faut prendre. cette Ce qui est assez facilité d'accès, intéressant- Ce qui est assez intéressant quand on parle des jeunes, parce que je crois qu'à chaque génération, on a cherché noise aux jeunes. Mais- Les jeunes, c'est un problème de chaque génération. Vous lisez les écrits de 1950 ou de 1900, c'est toujours la même chose. mais vous dites que la Heureusement- consommation d'alcool heureusement chez les que le jeunes n'a problème pas de la changé. jeunesse alors. se résout tous les Ce jours. qu'il voit, lui, dans son Moi, service, ce que je M. vous dis Darbelet, quand et même, pas vos fantasmes. ce que je vous dis quand même, c'est pas un fantasme, Madame Marat. Je vous dis quand même que les jeunes étoiles de votre parti, pas dire que vous n'êtes pas jeune, vous êtes très jeune, vous avez l'âge de mon épouse. Comme vous. Mais vous dire que les jeunes de votre parti ou des Verts ont pratiquement tous voté contre ce type de mesure, à l'exception des prix minimums. Mais la mesure Oui, il y des en a eu happy un, vous avez hours, raison. non, il y en a eu 6.
Non, c'était les Bataille 22 bataille de heures. chiffres, madame, Il y en a eu monsieur, six, s'il non, vous j'ai- plaît. j'ai- Il y en a eu Ah, quelques-uns c'était pas dans les peut-être. Pierre Les Ross, Bernois, monsieur. les Massards, les Vermouth, Cédric Vermouth, par exemple. Gletli, Argovien. Trédé et autres, chez les Verts et chez vous, ont voté contre ce type de mesures. Et le Conseil suisse des activités de jeunesse, donc l'organisation qui regroupe toutes les organisations de jeunesse du pays, s'est aussi beaucoup réjoui lorsque la mesure n'a pas passé la rampe. Alors, quelqu'un Ouais, qui connaît bien mais la monsieur- jeunesse, on va accueillir un Non, mais nouvel juste invité. dire- Non, Adamara, j'aimerais accueillir un nouvel invité. Stéphane Caduf, bonsoir. Bonsoir. Vous, la jeunesse, vous la connaissez bien. On vient de parler de la facilité d'accès à l'alcool. Vous faites partie de la Fondation vaudoise contre l'alcoolisme. Hein. Vous êtes le chef du secteur de la prévention. Cette facilité d'accès, cette nocivité du produit, vous la vivez comment? Vous la décririez? C'est clair que tout ce qui a été dit par le professeur Delpen, c'est la réalité qu'on constate sur le terrain. Donc cette problématique de la consommation d'alcool massive, en très peu de temps, beaucoup d'alcool en très peu de temps, c'est ce qu'on constate dans les lieux où on intervient. On intervient dans le milieu festif, on intervient dans les soirées, qu'elles soient officielles ou moins officielles. Et c'est un constat qui est réel. Et derrière, c'est d'autant plus choquant, M. Darbellet, de vous entendre dire en fait que ce n'est pas un si grand problème. Parce que moi, ce que je vois dans la réalité, ce que je vois quand je suis dans ces soirées-là, c'est des choses qui font peur. C'est des adolescents ou des jeunes adultes qui jouent leur peau dans ces situations où ils sont en situation de coma éthylique. Et ça, c'est extrêmement grave. Moi, ce que je trouve aussi grave, c'est que depuis que j'entends ce débat, sur un problème de société qui est majeur, hein, c'est les enjeux, la jeunesse, c'est quand même aussi notre avenir, c'est de voir des gens où on est en train de nous expliquer, et la démonstration, vous venez de la faire vous-même, on n'a pas besoin de la faire, que la Terre est plate, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Je ne comprends pas comment on peut dire qu'il va y avoir plus de moyens à la prévention, alors qu'en fait, on est en train de perdre 7 millions au minimum. Et Adamara l'a dit aussi, ce qui risque de se passer avec la stratégie qui est menée au niveau... qui était votée au Conseil national, c'est qu'on risque de se retrouver avec des problèmes d'accords internationaux qui font que ce n'est pas 7 millions qu'on va perdre, c'est 11 ou c'est 15. Alors là, on revient sur les Voilà. chiffres, Stéphane Mais Caduf. oui, On va pas poursuivre dans cette Je pense qu'il direction. fallait mais- le dire parce que Sans parler de c'est chiffres. suffisamment choquant, je trouve, quand on est nous confrontés en fait à la situation problématique de ces jeunes-là, de voir qu'on fume sur des chiffres, alors que oui, la prévention va avoir des moyens diminués, alors que les problèmes, ça a été dit, sont en augmentation. On le voit dans les études, on le voit sur le terrain. Julien Morin. Sans discuter du chiffre qui a été évoqué, ce qu'il faut constater aujourd'hui, c'est qu'on parle de 27 millions en canton. Il n'y a que 5 cantons qui utilisent ces montants pour la lutte contre l'alcoolisme. Alors il y a un peu un double discours, à mon avis. Non, Je ne comprends pas très bien. tous les cantons ont Non, une part monsieur Morin. d'utilisation de la lutte contre Il y a l'alcoolisme. une partie, Il y a un rapport chaque année de la Régie fédérale des alcools. les moyens. Et Ils ne pourquoi? l'affectent Parce qu'ils pas. ont Ils un n'utilisent pas projet tous, sur 3 alors, ou 4 années, monsieur Darbellet, là, pas là, parce moi, qu'ils je peux vous en n'utilisent parler. pas. On a les graphiques Dans aussi le de ce que font les canton cantons. Monsieur Caduf, j'aimerais quand même juste vous dire Non, une mais chose. sur Au la départ, question- Monsieur Caduf, laissons j'aimerais Christophe juste Darbellet dire une répondre chose. parce que vous Vous avez dit tout mis à en l'heure cause également. que je niais les problèmes d'alcool et d'abus d'alcool chez les jeunes. C'est complètement faux. Ça, je ne laisse pas dire, parce que c'est faux. En plus, toutes les mesures dont on a discuté ce soir, cet œuf de colon qui est proposé par la gauche et par les milieux de la prévention, toutes ces mesures peuvent être prises dans le cadre des cantons. Toutes, sans Pas sur aucune le prix, exception, monsieur sauf sur les prix Bah minimums. oui, c'est quand même une mesure Mais qui sur a une toutes vocation les autres principale. mesures que vous avez évoquées, toutes ces mesures peuvent être prises au niveau cantonal. Par exemple, l'interdiction de la vente la nuit. Il y a 18 cantons sur 23 qui ont déjà pris cette mesure. So what? Tant mieux. Sauf qu'il y a des gares CFF, Ça va- M. Darbellet. Et puis que ces gares CFF-là, elles ne marchent pas de la législation cantonale. Donc, de nouveau, vous nous présentez des situations qui ne sont pas le reflet de la réalité. Je ne sais pas comment Les on va arriver à des CFF ont solutions. tous les moyens d'agir parce Ouais. que c'est un territoire qui est considéré comme privé. S'ils veulent prendre ce Voilà. type de mesures, Sauf ils que le peuvent canton n'a pas les moyens d'imposer une heure de fermeture aux gares CFF. Sur Je la suis question de sûr- la dîme je de suis sûr l'alcool, que parce que les c'était CFF évoqué, souffrent on autant ne que peut vous pas de cette laisser glisser situation. le fait que les cantons auraient tellement de moyens qu'ils vous n'ont savez- pas les moyens d'utiliser, Non, enfin, attendez. ils n'ont pas la nécessité d'utiliser la dîme de l'alcool. Adamara l'a dit. Pourquoi est-ce que des cantons n'utilisent pas le montant maximum? C'est le cas dans le canton de Vaud. Parce qu'il y a des projets qui sont planifiés sur plusieurs années. La prévention, M. Darbellet, ça ne se fait pas en 2 coups de cuillère à peau. Ça prend du temps. Il faut le développer. Jamais dit que c'était Et c'est pas pour important. ça. Et c'est pour ça que les cantons, c'est pas on a trop de moyens donc on ne sait plus Ils quoi en l'utilisent faire. pas, ouais. C'est que c'est nécessaire de reporter ces chiffres sur plusieurs années. Vous êtes dans le domaine Mais- en fait, de l'ingénierie, ça vous pouvez comprendre ça. Adamara, Je comprends le tout à rôle des régions, des cantons, des villes, pourquoi vouloir imposer une uniformisation Je vais tout de suite sur, par répondre à exemple, cette le question. régime de nuit? D'abord, quand même, corriger quelque chose, parce que M. Darbellet n'arrête pas de dire la gauche et les milieux de la prévention. Ceux qui ont voulu les mesures, et M. Darbellet, comme moi, a reçu des courriers, c'est les cantons.
c'est les départements de santé, c'est les départements de sécurité, c'est les responsables dans les villes. Effectivement, il y a aussi des associations. Ce n'est pas la gauche, c'est les gens qui voient les méfaits tous les jours sur le terrain. Pour répondre à votre question, d'abord, M. Caduff l'a dit, il y a cette histoire des CFF, de ce qu'on ouvre dans les CFF. Ensuite, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que les tenants du libéralisme économique, parce que c'est ça dont il s'agit aujourd'hui, eh ben, ils vont se retrouver avec l'effet contraire souhaité. Autrement dit, c'est vrai qu'il y a des villes et des cantons qui vont pouvoir choisir de fermer entre 22h et 6h. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? Il y a tellement de problèmes, notamment dans les villes, que celles qui ont pris des mesures comme Genève, et ça a fonctionné, ferment à 21h. Ça veut dire que ceux qui étonnamment luttent contre cette soi-disant soviétisation de la société vont se retrouver, parce qu'ils ne veulent pas prendre des mesures harmonisées au niveau suisse, avec des mesures beaucoup plus drastiques. À Genève, c'est 21h, à Lausanne, c'est 20h, et on verra ça germer. Donc je crois qu'ils se tirent en plus une balle dans le pied. Christophe Darbellet, au début de la réponse d'Adam Marin, on parle des cantons. Excusez-moi, on parle des cantons, de la conférence des directeurs de la santé notamment, qui dit qu'ils ne comprennent pas cette décision du national notamment, et qui trouvent que ces mesures-là vont dans le sens de la protection de la jeunesse. Pourquoi ne pas les suivre ? J'ai eu des échos d'un ministre de la Santé qui est même membre de mon parti à Lucerne. Et qui regrette. Non, le ministre de la Santé de Lucerne. Ah, de Lucerne, pardon. J'ai cru de notre grande ministre de la Santé. Non, elle n'est pas ministre de la Santé, c'est M. Elle est aussi de votre parti. C'est M. Berset. J'ai dit n'importe quoi sur la ministère de la Santé, vous avez raison. Et ce ministre disait qu'il avait un problème devant la gare de Lucerne et devant le KKL, qui est le grand centre de concert de Lucerne, qui est un endroit magnifique. Et là, il y a un problème. Et puis, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu attends pour le résoudre ? Alors, il attend que Berne puisse résoudre son problème parce qu'il n'a pas le courage d'assumer, de dire on a un problème, on prend cette mesure, ils peuvent le faire. De nouveau, je crois qu'on ne peut pas mettre le problème de la consommation problématique d'alcool dans toutes les régions du pays dans le même sac. Il y a des réalités qui peuvent différer de Genève à Saint-Gall, en passant par Zurich ou le Valais. Il y a une culture différente. Et par conséquent, selon le principe de base du fédéralisme et de la subsidiarité, on doit prendre des mesures le plus proches possible des gens. On doit prendre des mesures les plus ciblées possibles. Et je serai toujours contre les punitions collectives. Je l'étais à l'école de recrue. Et je le suis encore maintenant parce qu'il y a des gens qui ont des vrais problèmes. Alors, sur ce thème, mesdames, messieurs, on va entendre une autre région parce qu'on a un autre invité, Jacques Deillon, qui est avec nous. Je vous propose, Jacques Deillon, de nous rejoindre à table. Vous venez du canton de Fribourg, nouvelle région représentée. Vous êtes le Benjamin de ce plateau, encore de la tranche d'âge dont on parle beaucoup ce soir. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du fait de régler les problèmes au niveau régional et de ne pas imposer, justement, une sorte de règle fédérale? Bon, c'est vrai que je rejoins Christophe Darbellet. La réalité dans le canton de Fribourg n'est pas la même qu'à Lausanne, malheureusement, ni à Genève. Donc, une solution qui vient du haut, c'est un peu le réflexe qu'on a toujours eu ces dernières années, c'est de dire on a un problème, il nous faut une loi fédérale. Il faut que ce soit l'État fédéral qui gère la chose. Et je pense que, dans un premier temps, la meilleure des solutions, elle est la solution locale. C'est des paramètres locaux qui rentrent en ligne de compte. Les fêtards du Flon ne sont pas les fêtards des fêtes de jeunesse à Fribourg. Désolé, Madame Marat, ce n'est pas vrai. De dire que c'est les jeunes qui boivent, dans le fond, peu importe où ils boivent, c'est toujours la même chose. J'entendais le commentaire tout à l'heure. C'est pas vrai. On a des réalités qui sont différentes. Et je pense que de toujours avoir ce réflexe de dire État fédéral au secours, plutôt que de travailler avec les acteurs locaux, ce que je fais en tant qu'agent de sécurité dans les manifestations, on travaille avec des acteurs locaux et on arrive à régler des situations. On travaille avec les milieux de la prévention. Il me semble que ce que les téléspectateurs doivent retenir, c'est que, et dans votre discours c'est implicite, c'est que les heures d'ouverture ont une influence sur la consommation d'alcool, sur la morbidité et la mortalité liée à la consommation d'alcool, que ce soit à l'échelon cantonal ou à l'échelon fédéral. Et puis, je vous reprends sur l'histoire de différences entre les régions de Suisse, parce qu'on sait que, par exemple, pour cette histoire de restriction des heures de vente, Genève l'a fait avec une diminution de 35%, des alcoolisations aiguës aux urgences à Genève. C'est des mesures qui sont, encore une fois, efficaces. Et pour les zones... Alors, Neuchâtel, une ville de moindre importance, ce week-end, il y a Fête des Vignerons. Fête des Vendanges, oui. Fête des Vendanges, pardon. Fête des Vendanges, il y aura, si c'est comme l'année dernière, 200 hospitalisations pendant les 3 jours. Ça prendra 3 équipes médicales avec un agrandissement, 200 hospitalisations. Donc, si vous voulez,
quand on crée des événements de ce type, on crée de l'alcoolisation aiguë. Et l'alcoolisation aiguë est liée à une morbidité, une mortalité. Vous avez des enfants, c'est eux qu'on essaye de protéger parce que il ne s'agit pas uniquement de leur responsabilité à eux. On peut être victime de l'alcool sans boire, bien entendu. On vous parle de vos enfants Je parle ou de vos volontiers. futurs, Je de parle vos enfants volontiers. quand ils J'espère auront l'âge. pas avoir ce genre de problème avec mes enfants, mais je touche du bois parce que personne n'est à l'abri. Moi, je pense que d'abord, pour s'occuper de ses enfants, il y a des parents. Bien Avant entendu. l'État. Avant Vous l'État. avez absolument Et raison. le rôle des parents dans l'éducation, on sait aussi que dans la consommation d'alcool, la première influence est exercée par les copains, par les collègues, ensuite par les parents, après par la publicité. Donc il y a toutes sortes de facteurs qu'il faut bien imaginer. Et je pense que les jeunes de ce pays, il y en a beaucoup qui ont de la jugeote, qui ont aussi un sens des responsabilités. Il y a des parents qui assument leurs responsabilités. Moi, je vous jure que si j'étais rentré beurré tous les samedis soirs à la maison, ça se serait très très mal passé avec ma mère. Vous avez raison. Vous avez raison. La responsabilité individuelle, l'éducation est très importante et elle est déterminante. Parce que si les Suisses consomment pas mal, l'alcool, on consomme beaucoup, c'est un produit très attractif, très bon, très intéressant. Il y a quand même un certain nombre de personnes qui le gèrent très mal. Et ce n'est pas forcément parce qu'ils n'ont pas été éduqués. Il y a des facteurs génétiques très importants. J'espère qu'il n'y a pas d'alcoolique dans votre famille. Une hérédité qui ferait qu'on devrait protéger ces jeunes qui sont plus vulnérables. Bien entendu. La tolérance à l'alcool des adolescents est déterminée génétiquement et implique, si vous voulez, influence pour 50% le fait que ces personnes deviennent dépendantes de l'alcool 10 ans plus tard. Jacques Dayan. Alors, je peux vous en parler effectivement parce que je fais partie de ces personnes génétiquement, entre guillemets, programmées pour être par rapport à l'alcool. Mais mon père a été alcoolique pendant des années, mes deux grands-pères le sont. On peut remonter sur 4 ou 5 générations d'hommes alcooliques dans la famille. Et alors, je suis particulièrement sensible à cette question de l'alcool, mais je ne vois pas en quoi la loi qui nous est présentée là va changer ma situation. J'ai vécu sans cette loi pendant des années. Dieu merci, j'ai été éduqué de manière à ce que aussi je sois prudent avec l'alcool, parce que du fait aussi du bagage génétique, et c'est pas parce que le Conseil fédéral ou parce que le Parlement fédéral a décidé de cette loi que ça a changé les choses. Pour moi, il y a un problème de fond que vous avez abordé, qui a été abordé avant, c'est aussi l'image. Aujourd'hui, le problème de l'alcool, c'est que beaucoup de cuites, après la cuite, on a les copains qui tapent dans le dos puis qui disent « Ah, bravo, c'était trop drôle ». Donc, il y a une image de l'alcool qui est cool. Et là, on a du travail, plus que simplement la question de l'heure d'ouverture ou de fermeture. Je vous rejoins en disant que si on interdit la vente d'alcool dans une certaine marge horaire, on va baisser la consommation. Ça, certainement. Je suis désolé d'apprendre que votre famille a autant souffert de la problématique d'alcool et je suis content de voir que ce n'est pas votre cas, en tout cas pour l'instant. Apparemment. On peut quand même donc sourire quand on parle d'alcool, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire qu'en effet, ce n'est pas une fatalité. Ce risque, il existe et vous avez la bonne attitude, c'est celle de la prudence. Par rapport à ce risque qui se présente pour vous. La question quand même qui est au cœur de cette discussion aussi, on parlait de ce qui est proposé à Berne, c'est quand même ce qui a commencé dans la discussion. Est-ce que ce serait vraiment efficace dans les fêtes que vous fréquentez, où vous voyez ces alcoolisations excessives, dans les fêtes de village, les fêtes populaires, de fermer entre 22h et 6h, etc. Le prix et les heures d'ouverture sont directement liés à la consommation. Et votre niveau de consommation et le niveau de consommation des jeunes est directement lié à ces facteurs-là. Alors, il y a des individus qui ont reçu un bagage, une éducation, un accompagnement, de l'amour qui leur permet, dans le fond, de ne pas tomber dans ce travers-là. Mais on parle d'un phénomène important. L'alcoolisation, si vous voulez, une alcoolisation importante, ça concerne à peu près 50% des jeunes. Qui en vivent un certain nombre de conséquences. Dans la majorité des cas, dans la grande majorité des cas, ça reste une ivresse relativement sympathique, mais et sans conséquences. Mais pour un certain nombre, si vous voulez, il y a 5% de personnes qui sont dépendantes de l'alcool dans la population suisse et elles se recrutent parmi les jeunes qui ont vécu des alcoolisations aiguës, parmi les jeunes qui ont des facteurs de vulnérabilité à l'endroit de l'alcool. Et le fait qu'il y ait des facteurs de vulnérabilité implique qu'on ne peut pas se contenter de dire qu'il s'agit de la responsabilité individuelle. Il faut qu'il y ait
une responsabilisation collective qui n'est pas la somme des responsabilités individuelles, qui n'est pas la somme de l'éducation des familles. Monsieur Deyon dit quelque chose de très intéressant à propos de l'image, parce que vous avez raison, il y a aussi cette idée de l'image qui entre en compte. Ben, je vais vous dire que dans la loi que nous avons votée, on est en train de libéraliser un petit peu plus la publicité sur l'alcool. Donc voilà, moi j'aimerais dire qu'on ne peut pas tout avoir, dire il faut la responsabilité personnelle, bien sûr, mais il y a des fêtes, il y a des parents qui peut-être s'en occupent moins. Et puis moi j'aimerais juste rajouter, quel est le problème si on n'a pas de problème de comportement d'alcool, qu'on ne puisse pas aller acheter dans un shop après 10 heures du soir une bouteille de vodka. Parce que je rappelle que dans les discothèques, ce ne sera pas interdit, que dans les bistrots, ce ne sera pas interdit, que dans les restaurants et les bars, ce ne sera pas interdit. On parle de cette minorité, justement, à risque qui peut accéder facilement et à toute heure de l'alcool. Alors moi, j'estime que si on ne peut pas vivre sans acheter une bouteille de vodka à 9 francs après 10 heures du soir, eh ben, on peut se poser des questions sur le comportement qu'on a. Conséquence simple, vous dites Christophe Darbelay. La conséquence, elle est assez simple. De toute façon, les gens achètent le premier prix, 9,90 francs chez Denner, 9,90 francs à la Coop, et puis ils iront simplement l'acheter un peu plus tôt. Moi, je vous rappelle quand même qu'il y a des pays qui ont pas mal expérimenté les questions d'accessibilité, les questions de prix, étatisation totale du marché. Je pense à la Suède. J'y étais encore l'automne passé. C'est un pays qui a des problèmes d'alcool énormes. Il vous faut faire 120 km quand vous habitez le milieu de la Suède pour aller acheter la première bouteille de rouge et vous avez des problèmes d'alcool énormes. Tout a été fait par l'État pour diminuer la consommation problématique et ils n'ont rien résolu. Vous avez simplement une de ces espèces de croisières institutionnalisées, les systèmes Bolaguette, les bateaux, là il n'y a pas de taxes. Hors taxe pour pouvoir boire moins cher. Pour boire tout ce qu'on peut. Et là, alors c'est... Alors, une réponse sur ce système étatique qui gère de manière très, très serrée et qui met des prix très élevés. Ce dont les milieux de la prévention rêvent pour la drogue aussi. Ouais, vous aimeriez faire ça avec le cannabis. On va déjà parler de l'alcool, si vous permettez, M. Darbelay. Mais c'est intéressant de voir le parallèle avec la drogue. Pas tout de suite, M. Darbelay. On y viendra peut-être en fin de débat, mais peut-être dans le débat sur l'alcool. Il est très intéressant, j'en parle volontiers. Voilà, Monsieur Darbelay nous fait la démonstration qu'il ne veut pas entendre, que les choses sont claires, qu'elles sont démontrées. Je pense qu'on va pas revenir là-dessus. Monsieur Despentes a été très clair à ce sujet-là. Moi, j'ai envie de revenir sur la question des parents et de la responsabilité. Je pense que c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Monsieur Darbelay, vous avez raison. Oui, les parents, c'est primordial, bien avant d'ailleurs la publicité. Ouais. C'est l'attitude parentale qui est déterminante. Mais la question, en fait, qui est sous-jacente, c'est comment est-ce qu'on va faire pour encadrer, appuyer des parents qui sont démunis. Moi, j'en rencontre, il y en a qui me téléphonent, ils me disent « Qu'est-ce que je fais ? Je dois maintenir un cadre à la maison. » Notre société, elle a tout ouvert. Et puis, avec la nouvelle loi que vous avez préparée, là, ça va être ouvert encore plus. Non, oui, mais tout à fait. Il n'y a aucune ouverture supplémentaire. Voilà. C'est pas vrai. Ça, on l'a déjà dit en début. On ne va pas revenir sur cette discussion. Encore une chose. On ne revient pas sur cette discussion. Ce qui est important pour les parents, et nous, on travaille avec les parents. On travaille, on va les rencontrer dans les écoles où ils sont présents, ils viennent. Si, justement. Je l'ai bien lu. On travaille avec les parents, on développe des sites internet sur lesquels ils peuvent venir poser leurs questions de manière qu'ils puissent être éclairés, qu'on puisse leur répondre. Et puis on voit, chez un certain nombre de parents, pas tous non plus, mais un certain désarroi. Et ces parents-là, ils ont besoin de prévention pour pouvoir avancer et pouvoir se positionner clair pour être les acteurs efficaces. On reparlera de prévention à la fin de l'émission. Vous parlez de parents désemparés, les moyens qu'on a pour faire ce travail-là. Je veux finir là-dessus qu'on va améliorer la situation des parents qui sont effectivement un maillon. Alors vous parlez de parents désemparés, c'est les parents des gens qu'on va voir maintenant dans ce reportage le sont très certainement. On a parlé tout à l'heure d'ivresse sympathique. Là, elles ne le sont pas. Cette consommation d'alcool sans limite, eh bien, elle fait des dégâts aussi dans les urgences de certains hôpitaux et en tout premier lieu au CHUV à Lausanne. Nos collègues de Mise au Point y ont tourné un reportage saisissant, parfois même un peu violent, qui montre la place que prend l'alcool abusif dans un tel service. C'était un reportage de François Roulet qui a été adapté par Isabelle Fiot. Mathieu, doucement, doucement Mathieu. Voilà. Ça va. Là, on est à l'hôpital. Hein, parce que t'as trop bu, donc t'es à l'hôpital. Okay. Mathieu, on va pas te laisser comme ça, là. T'es dans le vomi. Urgence du CHUV, une nuit de week-end ordinaire. Ce jeune homme a 23 ans et 3,5 pour 1000 d'alcool dans le sang. Durant une demi-heure, il mobilise 4 agents de sécurité et 6 infirmiers.
Écoute, j'ai un jeune patient qui a un discours cohérent, mais qui a bu 1 litre de vodka. Il s'est fait agresser, en rue. Et puis il a reçu un coup sur la tête avec une plaie à suturer. En sortant du D-Club à Lausanne, je me sens... mon ami s'est embrouillé avec des gens sortis. Au moment où je suis sorti, j'ai pris un coup de tesson de bouteille. Tout simplement. Vous avez bu? Vous avez beaucoup bu? Ouais. 2 bouteilles. À 2. De vodka. Une bouteille de Smirnoff et une bouteille de Belvedere à 2. Pas plus que d'habitude, quoi. Faut quand même boire pour s'amuser plus, quoi. Dépasser ses limites. Mais oui. Dépasser ses limites, c'est ce qu'a fait cette jeune femme de 22 ans. Il est 5 h du matin, elle a 2,3 pour 1000. C'est toi la casse-couille, hein? Toi la casse-couille, hein? Ça va? D'où tu parles comme ça, toi? Et je suis consciente, hein? Elle m'a mis un coup. Voilà. Ouais. Avec le plat de la main, donc. C'était moins douloureux qu'un coup de poing, mais ouais. Avant, c'était surtout le week-end. Maintenant, il n'y a plus de jour. Avant, c'était même surtout la nuit. Maintenant, même de jour aussi, on en a qui viennent alcoolisés dans la journée, quoi. Donc c'est vrai que ça éclate, on va dire. Bilan de la nuit, 8 personnes admises pour excès d'alcool. Un chiffre dans la moyenne pour le CHUV. Eh bien, pour poursuivre dans cette voie, après ce reportage saisissant, comme on le disait, je vous propose d'écouter un témoignage. Nous avons avec nous un témoin. On a parlé de jeunes des villes, de jeunes des campagnes. Celui-là, eh bien, il n'habite pas une grande ville et il a fini aux urgences d'un hôpital qui n'était pas dans une grande ville. C'était au mois de mai de l'année dernière. Bonsoir, David. Oui, bonsoir. Qu'est-ce qui vous est arrivé à vous? Racontez-nous en cette nuit du mois de mai de l'année dernière. Alors oui, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Donc, si mes souvenirs sont bons, ça devait être un vendredi soir. On avait rendez-vous chez un ami avant d'aller en club pour commencer la soirée, disons-nous, vers 18 heures. On a commencé par boire l'apéro. Donc, à ce moment-là, on buvait des alcools légers, type vin, bière. Et je pense qu'aux alentours de 23 heures, nous sommes rendus donc en club où on a bu des alcools un peu plus forts et aussi des mélanges, des cocktails. Et par la suite, ça devait être aux alentours de 4 heures, j'ai été secouru par la police, les gendarmes qui m'ont retrouvé en bord de route. J'étais en stade de coma éthylique, donc j'ai été amené à l'hôpital et je me suis réveillé le lendemain matin avec très peu de souvenirs et aucune, disons-nous, séquelle, pas de gueule de bois ou ce genre d'effet-là. Vous êtes un habitué de l'alcool excessif? Alors non, pas du tout. C'est occasionnellement. Je ne bois pas en semaine, je ne suis pas quelqu'un qui boit régulièrement. C'était une fois tous les 2 mois quand il y a... non, je ne suis pas quelqu'un qui boit régulièrement. On a parlé avant de ces jeunes qui se sentiraient des héros quand ils finissent aux urgences. Vous, le matin même, quand vous êtes réveillé, comment vous vous êtes senti? Tout d'abord, au réveil, il y a de l'incompréhension. Déjà, on se pose la question où c'est qu'on se trouve, qu'est-ce qu'on fait là, comment on y est arrivé. Heureusement, je dois dire que l'équipe médicale était très compétente et je dois encore les remercier pour ce qu'ils ont fait et ce qu'ils font chaque week-end, chaque jour pour tous ces jeunes. Par contre, effectivement, ils ont utilisé un produit, je ne sais pas exactement le nom de ce produit, qui évite cet effet gueule de bois le lendemain matin. Donc, il n'y a pas d'autres conséquences. Ouais. Vous nous dites que vous êtes aux petits oignons et que mieux vaut finir là, finalement, c'est ça, que dans son lit?
C'est pour dire qu'en fin de matinée, j'étais chez moi. Ouais. Donc, oui, mais vous... Grâce à eux, mais effectivement. après, quand vous repensez à cette expérience, vous vous dites quoi? Qu'est-ce que vous ressentez? Là, vous avez décidé, par exemple, de témoigner, mais de manière anonyme. Oui. Pour moi, personnellement, je me suis rendu compte après ça que c'était une faiblesse. Que j'avais été faible face à l'alcool et face à ces problèmes. Mais je connais beaucoup de monde pour qui le score, c'est un record pour dire... C'est un exploit, quoi. C'est un exploit pour dire, ah, moi j'étais à 3 pour 1000, moi à 3,5, moi je sais pas, 3,7, etc. Pour beaucoup, c'est un record. Pour moi, c'était une faiblesse. Vous m'avez même dit une honte, hein, à un moment. Ah, tout à fait. Alors, ça, c'est un des effets, une des conséquences du lendemain. C'est la honte, effectivement. Jean-Bernard Deppen, ce témoignage-là, il représente les gens que vous croisez généralement. Qu'est-ce que vous faites avec eux? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Absolument. Il est tout à fait représentatif. Et ce qui se passe, pourquoi est-ce que lui finit aux urgences et pas un autre? Parce qu'il a des facteurs de vulnérabilité et il a une chance sur 3 de devenir alcoolodépendant. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce qu'on sait que le fait de l'alcoolisation aiguë qui finit aux urgences, c'est pas juste boire un verre de plus, c'est beaucoup plus. Ça s'approche du coma éthylique. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui tolère des quantités d'alcool très importantes. Et ça constitue un facteur de risque très important. C'est des études que nous menons qui le montrent. Maintenant, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est pour ça qu'il faut être assez clair autour de la taxation, parce que, encore une fois, taxation super efficace, pas cher du tout, facile à mettre en œuvre, hein, mais pas populaire. Je vous le concède, hein. Quand on donne des interdictions, c'est pas populaire, mais c'est super efficace. Julien Morand, on peut le laisser réagir quand même. Julien Morand, taxation super efficace. On y revient, mais j'aimerais quand même vous entendre. J'entends bien M. Deppen. Je veux dire, quand on voit ces images et qu'on entend ce témoignage, on a intérêt. Franchement, personne n'a envie de souhaiter ça à ses enfants ou aux gens qu'on connaît. Par contre, je vais juste rappeler une chose. J'ai eu la chance de participer à une séance de la Commission économie et redevance du Conseil des États. Et autour de la table, il y avait les associations des villes, les villes de la prévention, etc. Et il y en a parmi ces groupes qui ont demandé d'augmenter la taxe à 85 francs par litre d'alcool. Pour mémoire, on a 29 francs aujourd'hui. Donc, on me dit, mais quelle est la limite que vous fixez? Parce qu'il y a déjà 8,70 francs de taxe sur l'alcool sur une de mes bouteilles. On va finir où? Pour finir. Bon, et puis ces jeunes gens ne boivent pas forcément la production locale. Nous, on a toute une chaîne de valeur. On a déjà eu toute cette discussion-là sur le prix, sur le fait que ça pouvait améliorer la vie des producteurs mise en valeur de suisses. l'agriculture, des produits qui sont nobles. Il faut 8 kilos au minimum pour faire une bonne eau de vie de cette qualité. Et il y a des tas de familles qui vivent là derrière aussi et qui font des bons produits. Donc, encore une fois, c'est ce que je disais, pas à Damara, je n'ai pas eu cette chance, mais à Géraldine Savary, c'était que le jour où elle serait confrontée à la loi sur l'alcool, c'était qu'elle pose la tronçonneuse et qu'elle sorte les pincettes et qu'elle commence à y aller tout doucement parce que avec des théories comme on entend là, le risque, c'est qu'on ramasse tout le monde. Les producteurs suisses, il n'en reste plus beaucoup, malheureusement. Alors, il y a une grande discussion qui a lieu en ce moment. Je vous propose d'ouvrir un nouveau chapitre quand même dans cette émission. C'est celle qui touche finalement à qui devrait payer pour ces comportements irresponsables. Ce débat sur l'alcool et les jeunes donne lieu à un débat sur les réseaux sociaux. Hein. Vous y participez, vos commentaires sont toujours les bienvenus et je vous propose de voir quelques-uns de ces commentaires de téléspectateurs et d'internautes qui nous sont déjà arrivés. En voici quelques-uns. Quelqu'un nous dit, au lieu d'augmenter le prix de l'alcool, il faudrait peut-être baisser le prix des boissons non alcoolisées. Une autre... Elle prend un peu de hauteur et nous dit « Mais vous ne croyez pas qu'il s'agit aussi de se demander pourquoi cette envie de se saouler est si présente chez les jeunes ?» Et enfin, ça m'est complètement égal que des gens se saoulent à la mort, juste que je ne vois pas pourquoi
on devrait payer pour ça. Alors ça nous amène à cette discussion, parce qu'on a entendu, il y a une sorte de choc positif chez notre témoin David, qui a pris une leçon finalement. À Berne, on prépare un choc qui touche plus le porte-monnaie. Jacques Daillon, c'est l'UDC qui l'a présenté, c'est Tony Bortoluzzi, c'est une motion du Zurichois, faire payer la facture de ceux qui finissent aux urgences dans le coma. Pourquoi est-ce que vous pensez que la sanction financière pourrait être un remède ou une bonne prévention ? Bon, d'une part, je reconnais à cette motion le fait de au moins s'attaquer à ceux qui ont eu un comportement qui a dépassé les limites. Et je pense que même M. Deppen, que personne ne pourra contredire que personne ne leur a mis un pistolet sur la tempe pour qu'ils boivent le verre. Ça, on est tous d'accord sur ce principe-là. Je travaille dans les fêtes, je vois les jeunes consommer de l'alcool. On est tous autour de cette question, cette 22-6, cette interdiction, ces taxes, plus ou moins. Mais on oublie un point central, c'est que les jeunes qui se mettent dans des situations comme ça, ils ont envie de le faire. Et vous pourrez interdire tout ce que vous voulez, ça ne changera pas tant que la mentalité ne changera pas. Et on perd du temps à débattre. Est-ce qu'il faut ouvrir à 21h, à 22h, à 23h? La réalité, c'est qu'il y a une mentalité à faire changer. Et pour moi, une mesure qui vise à attaquer ou à faire payer un comportement à la personne qui s'est mise dans cet état, eh bien, ça permet de responsabiliser aussi les jeunes face à leur comportement dans les soirées et pas simplement de faire payer la facture à tout le monde. Vous avez dit, je connais bien ces jeunes, on précise que vous travaillez dans une entreprise de sécurité, que vous êtes amené parfois à être justement dans ce rôle-là, dans des fêtes. Adamara, il faut responsabiliser aussi un moment en disant à ceux qui finissent là et qui coûtent à la société. J'aimerais juste quand même intervenir, parce que vous ne m'avez pas demandé ce que ça me fait de voir ce jeune. Moi, j'ai que M. Morand intervienne dans le sens qu'il est intervenu pour ces produits. Je comprends que le PDC, le parti de la famille qui est censé protéger les jeunes, ne prennent pas en compte cette réalité, ça me fait un peu plus mal. Maintenant, j'aimerais répondre à cette question. J'aimerais simplement dire que de la part des tenants du non à la prévention, de la baisse des moyens de la prévention, des non aux mesures structurelles, qui viennent nous dire, donc quelque part, ils provoquent cette ivresse incontrôlée et subversive. Après, ils viennent nous dire, mais c'est eux qui doivent payer. Excusez-moi, c'est très Alors simpliste. ça, je trouve très, très fort de café. On n'est pas d'accord avec vous, du coup, on est responsable du problème. Pourquoi je m'oppose fermement à cette chose? Parce que si on entre dans cet engrenage, on va faire payer les obèses parce qu'ils n'ont qu'à pas manger, les cancéreux du poumon parce qu'ils n'avaient qu'à pas fumer, etc. Il y a une culpabilisation de la maladie, parce qu'il faut savoir de quoi on parle. De sa maladie au sens direct, contrairement à l'alcoolique ou à la personne qui boit de l'alcool. Qui arrivent dans le département du Personne ne vous a forcé à prendre un verre. Alors, on va éclaircir quand même un peu le débat. Vous parlez l'un sur l'autre. Christophe Darbelay a été mis en cause par rapport à son parti. Une attaque personnelle je vous laisse de Mme répondre. Mara, à laquelle je suis habitué parce qu'elle l'a fait encore la semaine dernière au Conseil national. Parce que vous n'étiez pas le seul à avoir voté tout ça. Non, c'était 2 élus du peuple sur 3, même 3 sur 4 pour la plupart des mesures. Donc, le PDC, l'UDC, le PLR unis parce qu'on ne croit pas à ces mesures de cette gauche qui nous a fait croire qu'il était interdit d'interdire en 68 et puis qui maintenant souhaite prendre de telles mesures. Moi, je suis aussi atterré par ce jeune. J'ai jamais fini aux urgences pour un coma éthylique. Je ne sais pas ce que c'est le coma éthylique et j'espère que ça m'arrive jamais, que ça n'arrive jamais non plus à mes enfants. Je m'engagerai pour ça. Et je crois que la mesure qui est proposée par l'UDC... Non, mais laissez-moi finir. La mesure qui est proposée par l'UDC, là, je serai un peu plus nuancé. Parce que, franchement, on ne peut pas commencer à moraliser le système de santé. Si vous commencez à plus payer les cancers du poumon des fumeurs, les obèses qui mangent trop parce qu'ils ont des problèmes cardiaques, et puis celui qui attrape le sida parce qu'il n'a pas pris des précautions, à ce moment-là, on met le doigt dans un engrenage infernal. Par contre, si une personne occupe les urgences du CHUV chaque 3 week-ends, j'estime que les parents aussi doivent en prendre conscience, respectivement que le jeune qui a un salaire ou qui est en formation doit en prendre conscience au travers de son porte-monnaie. À un moment donné, mais en fixant des règles prudentes et très strictes, je pense que ce genre de mesure peut être quand même assez dissuasif. Jean-Bernard Deppen, que vous dit votre expérience à vous au service d'alcoolologie du CHUV? Est-ce qu'il pourrait y avoir un effet finalement de prévention? Moi, je comprends qu'on soit écœuré, dans le fond, par les dépenses de santé occasionnées par les alcoolisations. Et je pense qu'il faut faire des choses pour les prévenir. On réfléchit à Lausanne à des solutions intelligentes pour, si vous voulez, diminuer les alcoolisations aiguës qui arrivent aux urgences et puis les évacuer plus rapidement dans des prises en charge plus légères. Je suis vraiment... je comprends, dans le fond, ce point de vue. Par contre, malheureusement, c'est une loi, c'est une idée simple, mais qui est absolument inapplicable et qui sera totalement inefficace et dangereuse. Pourquoi dangereuse? Inapplicable?
Inapplicable parce que ça va être difficile de faire la part des choses entre qui est alcoolodépendant, qui ne serait pas soumis, dans le fond, à cette punition. La motion dit, oui, ce sont ceux qui finissent aux urgences de manière occasionnelle et pas les malades de l'alcoolisme. Il faudrait punir exclusivement ceux qui sont dans l'abus, qui auraient choisi, comme vous le dites. Pas applicable et dangereux. Pourquoi dangereux? Parce que, dans un deuxième temps, on va dire, attends, toi, on ne va pas t'amener aux urgences. Parce que tu vas devoir payer et tu vas mourir dans la rue. Bon, j'ai discuté avec des infirmières d'urgence qui me disent que c'est rare qu'on arrive avec le groupe de copains, qu'on est souvent abandonné, que ce sont les services de sécurité qui amènent ou des gens... C'est vrai, effectivement, c'est tout à fait vrai. On ne leur demande pas leur opinion. Quand on est face à un jeune qui est à terre, qui est en état d'inconscience, on ne va pas se poser la question et on ne lui demande pas s'il veut ou il ne veut pas. Et la plupart des copains sont plutôt terrorisés et nous appellent pour qu'on appelle les Samaritains, pour qu'on l'évacue. C'est ça la réalité du terrain. Ouais. Mais M. Delpens a raison. Le risque principal, c'est ça. Non seulement ça réglera rien, c'est pas efficace, et puis on parlera de ce qui est efficace après, mais c'est dangereux. Et l'exemple qu'on a ici, finalement, où ce jeune homme il se retrouve sur le trottoir, si la gendarmerie n'était pas passée, quelles conséquences? C'est pas un jeune homme qui a des problèmes particuliers ou dont les parents sont irresponsables, c'est votre enfant. Et je m'adresse à vos téléspectateurs, donc c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention. Nous, on constate qu'il y a plusieurs cas de figure. Effectivement, il y a des gens qui sont abandonnés. Ça fait souci parce qu'à ce moment-là, ils sont très vulnérables et c'est dangereux. Mais il y a aussi des jeunes qui réagissent, qui appellent les parents, qui appellent les urgences. Quand ils doivent appeler les parents, il y a souvent toute une discussion. Et nous, on le voit dans les endroits où on est. Savoir quelle va être la conséquence. Mais vous pensez qu'ils ne le feraient pas si on les faisait c'est un élément supplémentaire qui va faire que je vais hésiter à prendre les mesures que je dois prendre, qui sont des mesures d'urgence, qui sont liées en fait à la santé. Et si elles ne sont pas prises, et si on commence à négocier, ouais, mais je ne vais pas le faire, je vais trouver une autre solution qui coûtera moins cher, je vais mettre une couverture, et puis on viendra voir dans 2 heures comment ça va. Mais là, il y a un réel danger. Une question très simple, Jean-Bernard Delpens, qu'on ait un ordre d'idée. Ça coûterait combien finalement si on devait tout payer, une prise en charge complète pour un coma éthylique avec transport et soins? La prise en charge aux urgences, évidemment, ça dépend d'un cas à l'autre, mais c'est entre 1000 et 2000 francs. Une prise en charge. Parce que la facture qui pourrait être adressée il y aurait, évidemment, il y a le transport. Mais comme l'a dit M. Darbellay, il a raison, la MAL respecte un principe de solidarité qui fait qu'on ne peut pas, si vous voulez, punir un individu et ne pas lui rembourser des frais médicaux de base. C'est contraire au principe de la LAMAL. On pourrait imaginer qu'il y ait une participation à d'autres frais. Ça, c'est envisageable. La question qu'il faudrait se poser, c'est de connaître l'efficacité d'une telle mesure. Et là, je pense qu'on peut avoir un certain nombre de doutes, si vous voulez. À Berne, on est en train de discuter justement de séparer finalement le côté sécuritaire du côté soins et faire payer la prise en charge policière, la prise en charge éventuellement encore peut-être de l'ambulance, mais pas les soins en eux-mêmes. Il y a d'autres choses qui sont en test en ce moment. On voudrait faire des cellules de dégrisement du côté de Zurich. Elles existent déjà. Elles sont gérées par une société privée, par la police. Il y a des projets aussi en Grande-Bretagne. Vous seriez favorable, vous, à ce type de gestion-là, de cellules où on mettrait les gens et qui devraient ensuite payer ce qu'ils ont coûté sans qu'il y ait des soins infirmiers, médicaux? Je crois que chaque individu a droit à l'erreur une fois. Mais lorsque ça devient régulier, lorsque ça devient vraiment multirécidiviste, je pense qu'on peut prendre ce type de mesures. Il faut que sur le plan médical, ça joue. Ça, c'est important. Et si on trouve un système qui est un petit peu plus léger que celui de mobiliser en pleine nuit les urgences du Hugues ou du CHUV, je pense que c'est une bonne chose aussi pour la collectivité qui paye ses primes. Et là, je crois qu'il y a des solutions pragmatiques qu'on devrait développer avec le monde médical qui permettront de résoudre ce problème. Mais de nouveau, on parle systématiquement des symptômes. Qu'est-ce qui pousse des gens à se beurrer à ce point-là, à en être malade et à finir aux urgences? On n'a parlé que des symptômes, on ne parle jamais des causes. Et ce que votre téléspectatrice disait tout à l'heure est très juste. Moi, j'ai toujours dit qu'une partie des moyens de la prévention, n'en déplaise à M. Cadouf, on devrait les donner à jeunesse et sport. Parce que quand on a une passion, une activité sportive, quand on doit se lever à 4 heures du matin pour s'entraîner à la patrouille des glaciers, vous ne faites pas le binge drinking. Et je pense que ce serait le moyen le plus efficace. Vous êtes actif dans les fêtes, vous faites de la bonne prévention, mais il faudrait peut-être aussi faire autre chose pour leur donner une autre envie, parce que celle-là est destructrice et ce qu'on a vu tout à l'heure est calamiteux. Et c'est là qu'on doit agir sur les causes et pas seulement sur les symptômes. Quand on a dit que c'était trop cher aussi tout à l'heure, c'était une des réactions, que l'alcool était trop cher, dans la loi, on a mis, donc on a fait notre job, on a mis qu'il fallait
obligatoirement, par exemple dans les restaurants, qu'il y ait au moins 3 produits sans alcool qui soient vendus moins cher que l'alcool le moins cher. Ça, c'est aussi une mesure efficace pour forcer les gens. Stéphane Caduff, on met tout le monde au sport et ça pourrait être déjà un grand pas. Mais tout à fait, M. Darbelet. Moi, j'ai pas de chapelle à défendre de ce point de vue-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'argent de la dîme soit toujours là et que l'argent de la dîme soit affecté à des mesures qui donnent des résultats dans ce domaine. Nous avons augmenté l'argent de la dîme. C'est ça. Mais non, M. Darbelet, on a vu le tableau de Ne reparlons pas, messieurs, dames, de l'argent de la dîme. Vous n'êtes pas d'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait alors pour changer cette dérive vers ce binge drinking qui est là maintenant depuis plusieurs années et pour essayer de renverser la question du prix minimum et des taxes parce qu'on l'a déjà dit. Maintenant, quelle autre mesure? Il y a des mesures comportementales qui sont intéressantes. Et on peut travailler avec les domaines du sport. On peut offrir des alternatives aux jeunes plutôt qu'ils soient par défaut sur un banc avec une bouteille à 9 francs. On peut leur donner d'autres activités. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Après, reste encore à voir si effectivement ces mesures-là, elles donnent des résultats. Nous, avec l'argent de la dîme d'alcool que vous allez nous diminuer, M. Darbelet, on travaille. S'il vous plaît, M. Nous, on travaille sur le domaine du sport. On travaille avec des entraîneurs. On a mis en place une formation. C'est tout nouveau. C'est justement des nouvelles mesures qu'on développe dans ce domaine, précisément parce qu'on essaye toutes les bonnes mesures, qu'elles soient structurelles, comportementales, pour résoudre le problème. Moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'on est un peu les seuls, en fait, à essayer de prendre le problème dans sa globalité. Les mesures structurelles, les mesures comportementales. Et ce qu'il faut bien comprendre, ce que le téléspectateur doit comprendre, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. Vous ne pouvez pas résoudre tous les problèmes d'alcool dans notre société en ne prenant que des mesures comportementales. On ne peut pas uniquement prendre des mesures structurelles. C'est l'addition des deux mesures qui va donner les meilleurs résultats. Et puis pour ça, il faut qu'on ait un cadre structurel, puis il faut qu'on ait des moyens. Interventionnisme d'État et prévention, ce serait votre recette. On va en frustrer quelques-uns, mais on va devoir s'arrêter là. Merci, madame, messieurs, d'être venus sur notre plateau ce soir. Bonne fin de semaine à Berne pour les parlementaires qui nous ont rejoints. La session d'automne se termine. Continuez-vous de partager vos commentaires et de faire vivre le débat autour de cette question sur les réseaux sociaux et notamment avec le hashtag RTS Infrarouge sur Twitter, sur notre site internet www.infrarouge.ch. La semaine prochaine, un nouveau débat d'actualité. Belle fin de soirée à vous et au plaisir de vous revoir.